Ce graphique illustre l'évolution de la dette nationale des États-Unis. Ce graphique montre que le montant dépasse largement 30 000 milliards de dollars, ce qui est fou. Plus inquiétant encore, cette forte augmentation ne montre aucun signe de ralentissement. En fait, elle ne fait que s'accentuer. Entre 2023 et 2024, la dette a augmenté de 64 milliards de dollars par jour et de 1 000 milliards tous les 100 jours. Que signifie tout cela? En surface, cela paraît catastrophique et sur le point d'imploser, mais est-ce vraiment le cas? Eh bien, la vérité, c'est que le montant réel de la dette n'a pas tant d'importance, du moins historiquement, mais qu'un meilleur indicateur à prendre en compte est le ratio dette produit intérieur brut. Donc, si on regarde un graphique de cela, ce n'est en fait pas très bon non plus. Le ratio est actuellement supérieur à 100%, ce qui signifie que le montant de la dette dépasse l'activité financière de l'économie. Ce n'est évidemment pas une situation idéale, surtout concernant les paiements d'intérêts sur la dette nationale. Elle a presque doublé, passant de 345 milliards de dollars en 2020 à 659 milliards en 2023, et le Bureau du budget du Congrès prévoit 892 milliards pour 2024, ce qui signifie que pour la première fois, ce coût dépassera même celui de notre armée, pourtant déjà largement financé. Puisque les paiements d'intérêts sont également la partie du budget fédéral qui croît le plus rapidement, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il n'absorbe la majorité du budget du gouvernement, ce qui devrait arriver d'ici 2051. Mais comment en est-on arrivé là, au départ? Comment le pays avec la plus grande économie de l'histoire a-t-il laissé sa dette devenir incontrôlable? Eh bien, pour répondre à cette question, c'est évidemment assez complexe, car cela s'est construit sur des siècles, avec d'innombrables décisions économiques, de politiques étrangères et d'infrastructures qui s'y sont ajoutées. Pour souligner les moments historiques clés ayant influencé la situation financière actuelle du pays, commençons par le début. Il est d'abord essentiel de comprendre les types de dettes des États-Unis. Il n'y en a vraiment que deux. La dette publique, où le gouvernement vend des bons du trésor, des billets et des obligations à des investisseurs, y compris étrangers. Et puis il y a la dette intragouvernementale provenant de ses propres programmes, comme la sécurité sociale, l'assurance maladie et les fonds de retraite. Revenons à l'histoire. Un graphique complet du pourcentage de la dette américaine par rapport au produit intérieur brut depuis la fondation rend certains moments clés plus clairs. L'histoire de la dette publique des États-Unis a commencé avec la dette contractée par le gouvernement fédéral pendant la guerre d'indépendance américaine. Après la formation du pays en 1776, Alexander Hamilton, père fondateur et premier secrétaire au Trésor, a unifié les dettes fédérales et étatiques, qui atteignaient environ 77 millions de dollars, soit 26 milliards aujourd'hui. Le compromis de 1790 a jeté les bases du système financier moderne des États-Unis, établissant la solvabilité fédérale et l'émission d'obligations d'État. En 70 ans, le gouvernement a réduit la dette avec succès, si bien qu'en 1835, les États-Unis l'avaient entièrement remboursée pendant un an. La seule fois dans son histoire où la dette nationale était nulle, et cela n'a duré que 2 ans. Lors de la guerre de sécession dans les années 1860, la dette est passée d'environ 65 millions à près de 3 milliards de dollars, soit une hausse de 4000 %. Le coût de la guerre a conduit à l'introduction de nouveaux impôts, y compris le tout premier impôt sur le revenu aux États-Unis, et a considérablement élargi les pratiques d'emprunt du gouvernement fédéral, établissant un précédent pour le financement des futurs conflits par l'endettement. C'est ce qui s'est produit au XXe siècle, avec d'importants emprunts pour financer. La participation à la Première Guerre mondiale a fait grimper la dette à environ 25 milliards en 1919. Avec le recul, ce fut un petit changement, car la dette a explosé après la Seconde Guerre mondiale, atteignant 260 milliards en 1945, soit plus de 100% du produit intérieur brut, une première. Pourtant, malgré la dette élevée, la croissance économique d'après-guerre a été robuste et en partie gérée avec succès en développant l'économie grâce à l'expansion industrielle et au consumérisme. Finalement, même si les montants réels de la dette sont restés relativement stables, le ratio dette-produit intérieur brut a diminué à mesure que l'économie se développait. C'est ce qui compte réellement. Mais si nous voulions aller directement au moment où tout a commencé à s'emballer, il faudrait regarder à partir des années 80 avec les politiques économiques du président Ronald Reagan, également connu sous le nom de la célèbre Reaganomics, qui persiste encore aujourd'hui à bien des égards. Les résultats de la Reaganomics font toujours débat. En résumé, les partisans citent la fin de la stagflation, une croissance du produit intérieur brut et une révolution entrepreneuriale, tandis que les critiques pointent l'écart de revenus accru et la baisse de la mobilité économique, qualifiée d'échec du ruissellement.
Quoi que vous en pensiez, une chose est certaine, durant les 8 années de présidence de Reagan, la dette nationale a triplé, passant de 900 à 2700 milliards de dollars entre 1980 et 1989, inversant la baisse post-seconde guerre mondiale en pourcentage du produit intérieur brut. Cela a aussi marqué le début de l'expansion moderne de la dette, aggravée par de fortes dépenses militaires et une baisse des recettes fiscales. L'irresponsabilité de maintenir des déficits annuels mène inévitablement à la crise irrémédiable actuelle. Cela nous amène au prochain saut pertinent en 2008 pendant la Grande Récession, qui a résulté de l'éclatement de la bulle immobilière et des prêts hypothécaires à risque. Le gouvernement américain a engagé d'importantes dépenses de relance et renfloué de grandes institutions financières jugées trop importantes pour faire faillite. Des mesures comme le Troubled Asset Relief Program et l'American Recovery and Reinvestment Act de 2009 ont fortement accru la dette fédérale. Fin 2007, la dette fédérale totale des États-Unis atteignait environ 9 000 milliards de dollars, soit 63% du produit intérieur brut. Fin 2009, elle s'élevait à 14 500 milliards de dollars, soit 83% du produit intérieur brut, ce qui représentait une augmentation incroyablement significative. Et nous ne comptons même pas les effets persistants de cela. Des années plus tard, l'éclatement de la bulle Internet n'a fait passer le taux que de 55% à 60% entre 2001 et 2004. Et enfin, cela nous amène à aujourd'hui, ou du moins au passé très récent, où si l'on regarde de 2020 à 2024, cela a continué de monter en flèche. Les raisons en sont évidentes. Je veux dire, il y a eu toute une pandémie, un arrêt économique, un chômage massif, des chèques de relance distribués à chaque Américain. De nombreux renflouements pour des entreprises trop grandes pour faire faillite ont coûté des milliers de milliards au gouvernement. Le ratio dette, produit intérieur brut, est passé de 106% en 2019 à 126% en 2020, soit l'une des hausses les plus rapides de l'histoire moderne. Encore une fois, je ne suis pas là pour critiquer ces politiques ou quoi que ce soit. Je veux dire, personne n'aurait pu prévoir cela. On ne peut évoquer la dette sans l'intégrer à la chronologie. Actuellement, elle dépasse 35,0 milliards de dollars. Et on en est arrivé à un point où l'on sait que ça ne fera qu'augmenter encore et encore. Mais comme je l'ai dit au début, qu'est-ce que tout cela signifie vraiment ? Eh bien, croyez-le ou non, tout cela ne signifie en réalité rien du tout. C'est un peu important, évidemment, mais seulement en quelque sorte. Laissez-moi vous expliquer en ce qui concerne la dette. Théoriquement, cela n'a pas vraiment d'importance à quel point ils s'endettent. Tant que les gens ont confiance, ils pourront toujours le rembourser. Et la façon dont ils remboursent toujours, c'est en vendant des obligations du Trésor à des investisseurs individuels et institutionnels du monde entier. C'est ça qui compte vraiment. Vous avez sûrement entendu l'expression « pleine foi et crédit » associée aux États-Unis. Voici sa véritable signification. Depuis toujours, vraiment, les États-Unis ont toujours été un investissement si solide et sûr qu'il y a toujours des acheteurs prêts à investir. L'Amérique a été un investissement si solide et sûr qu'elle peut vendre des titres à des taux d'intérêt vraiment bas. Parfois, même à un coût inférieur au taux d'inflation, ce qui rend la dette littéralement moins chère que gratuite. Leur stratégie consiste à promettre un remboursement futur pour obtenir de l'argent immédiatement et le réinvestir dans l'économie, en espérant obtenir suffisamment de croissance. Cela permettrait de couvrir les intérêts de la dette lorsqu'il sera temps de la rembourser. J'espère que cela a été clair pour les investisseurs. Ils toucheraient toujours des intérêts nominaux, mais si l'inflation dépasse ce taux, leur pouvoir d'achat baisse. Ici, ils acceptent une perte garantie pour la sécurité et la liquidité des bons du Trésor américain. On ne peut pas exiger le remboursement des dettes à tout moment, ce qui permet aux États-Unis de planifier leur remboursement sur des décennies. C'est la force du système de la pleine foi et du crédit. Maintenant, si les États-Unis, disons, sont presque en défaut de paiement sur leurs dettes à chaque cycle électoral, les gens pourraient commencer à devenir plus hésitants, rendant la dette plus coûteuse et insoutenable. Si la confiance des investisseurs dans la dette américaine chute, les taux d'intérêt augmentent, ce qui peut entraîner une situation où les taux continuent simplement d'augmenter. Et la seule façon pour le gouvernement de suivre est d'imprimer plus d'argent, ce qui peut entraîner de l'inflation et bien plus encore. Cela devient un cercle vicieux. Et en fait, on a déjà vu ce genre de situation dans des pays comme l'Argentine, où personne n'accepterait de prêter de l'argent à l'Argentine sans imposer de sévères restrictions sur la façon dont le gouvernement argentin dépensait cet argent. Et lorsque l'Argentine a fait défaut sur les conditions de ses prêts, à plusieurs reprises, des prêts qui exigeaient un remboursement en dollars et non en pesos argentins, que l'Argentine pouvait simplement imprimer en plus grande quantité, cela a plongé le pays dans la situation dans laquelle il se trouve plus ou moins aujourd'hui, où plus personne ne veut lui prêter d'argent. Ce n'est pas un risque pour les États-Unis, qui n'ont jamais manqué un paiement et ne feront jamais défaut. Si cela arrivait, ce serait à cause d'une décision politique, pas d'une décision économique.
Le seul exemple clair de crise nationale due à une dette en monnaie locale que je connaisse est la France en 1926, et cette histoire est extrêmement compliquée. Maintenant, mais pourquoi continuons-nous à contracter de nouvelles dettes? Nous devons emprunter 1000 milliards de dollars juste pour payer les intérêts, ce qui augmente sans cesse nos coûts. Alors, quel est l'intérêt? Eh bien, il y a en fait plusieurs raisons à cela, et je vais commencer par les choses les plus simples. D'abord, le gouvernement le fait pour rembourser la dette arrivée à échéance, ce qui est simple. C'est essentiellement une stratégie pour continuer à financer les opérations en cours sans avoir à rembourser la totalité de la dette d'un seul coup. Deuxièmement, les États-Unis maintiennent un déficit budgétaire, dépensant plus qu'ils ne perçoivent. Ils doivent donc emprunter pour combler la différence. Troisièmement, il s'agit de financer des investissements dans les infrastructures, l'éducation, la recherche et d'autres services publics censés stimuler la croissance à long terme. On estime que cette croissance accroîtra les recettes fiscales, facilitant ainsi la gestion de la dette. C'est maintenant que les choses deviennent intéressantes. Parce qu'une des principales raisons pour lesquelles les États-Unis sont endettés et continueront de l'être, c'est que les gens veulent posséder la dette américaine. Si les États-Unis n'avaient pas de dette, cela déstabiliserait l'économie mondiale. Parce qu'il n'y aurait pas ce vaste ensemble d'instruments financiers qui sont tous considérés comme l'investissement le plus sûr possible disponible sur le marché. Les États-Unis ne rembourseront pas entièrement leur dette parce que c'est justement cette dette qui soutient la banque et le commerce mondiaux. Ils veulent rester endettés, c'est très différent d'une personne qui a des dettes. Rappelez-vous, ils sont la monnaie de réserve mondiale, ce qui leur apporte un avantage incroyable. Essayer de rembourser complètement la dette entraînerait une réduction de la circulation du dollar américain dans le monde entier. Cela fragilise le commerce international et la banque, car le dollar américain est une monnaie très fiable pour les transactions. Pas de dollar signifie un commerce plus risqué, et un commerce plus risqué signifie moins de commerce. Et moins de commerce signifie une qualité de vie globale inférieure pour beaucoup de gens dans le monde. Il faut aussi penser à ce qui arrive si les politiciens tentent de réduire la dette, car comment cela marcherait-il? Réduire les dépenses est assez intuitif, mais cela diminue la qualité de vie globale de la nation. Est-ce qu'on coupe dans les programmes sociaux pour que les personnes en situation de pauvreté aient une vie encore plus difficile? Faut-il réduire les dépenses militaires au risque de compromettre la sécurité? Ou couper les subventions dans des secteurs clés avec un risque de turbulence économique? Augmenter les impôts n'est évidemment pas populaire non plus. Personne ne veut payer plus d'impôts à moins d'en recevoir davantage en retour. On ne peut pas augmenter les impôts tout en offrant les mêmes avantages, voire moins, et s'attendre à être réélu simplement parce que la dette a diminué. Les gens seront simplement plus malheureux, sans parler du fait que cela a aussi eu un impact négatif sur l'économie. Les citoyens auront moins d'argent à dépenser pour les biens de consommation. Les entreprises qui paient plus d'impôts embaucheront moins, investiront moins dans leur croissance et lanceront moins de projets de recherche. Globalement, relever les impôts freinera l'économie et réduira ensuite les recettes fiscales. Donc, lorsque vous remboursez la dette sans simplement imprimer plus d'argent, soit vous aggravez l'économie, soit vous rendez la vie des gens plus difficile. Ces mesures ne gagneront aucun concours de popularité. Donc c'est une façon assurée de perdre une élection. Il faut également considérer nos dettes réelles, la dette publique et l'intragouvernementale, comme mentionné plus tôt. Si nous voulons l'examiner plus en détail, nous diviserions la dette ainsi. Il y a la dette détenue par des investisseurs américains individuels, institutions et fonds, comme ceux possédant des bons du Trésor via 401(k) Individual Retirement Account Fonds, de pension fonds communs ou investissements directs. Ceci représente 30 à 40% des paiements d'intérêts. La dette détenue par les agences gouvernementales, surtout la sécurité sociale et l'assurance maladie, représente environ 20 à 25% des intérêts. La dette détenue par des étrangers, comme d'autres pays, représente 30 à 35% des paiements d'intérêts. Le reste appartient à la réserve fédérale. Donc, dans l'ensemble, la majorité des intérêts va aux Américains, seulement environ un tiers quitte notre économie. Donc, tout cela étant dit, à quel moment les choses deviennent-elles vraiment dangereuses? Ou, en d'autres termes, quand le gouvernement est-il réellement à risque d'une crise? Nous savons déjà que le montant exact de la dette importe peu, qu'il soit de 10, 35 ou 50 000 milliards, l'essentiel est d'assurer le paiement des intérêts. Le meilleur, c'est que tant que la dette nationale est en dollars américains, ils peuvent toujours la rembourser. Le Trésor peut créer plus d'argent pour rembourser les dettes. Bien sûr, il y a des conséquences s'ils le font et des conséquences encore plus graves s'ils ne le font pas. Mais au final, c'est pratiquement toujours possible. La question de « empruntons-nous plus que ce que nous pouvons rembourser ?» C'est toujours une question intelligente, mais pour l'instant, ce n'est pas un problème. Supposons cependant un instant que les États-Unis fassent défaut sur leur dette.
que se passerait-il réellement maintenant? Ce ne serait pas comparable à l'hyperinflation de la République de Weimar, car leur dette était en devise étrangère. La nécessité de payer des réparations du traité de Versailles, souvent en devises étrangères, comme la livre sterling et le franc français, a aggravé la situation. Pour effectuer ces paiements, le gouvernement de Weimar a imprimé d'énormes quantités de sa propre monnaie, le mark allemand, ce qui a provoqué l'effondrement de sa valeur. Cela a provoqué une hyperinflation car la valeur du mark baissait, mais le gouvernement avait encore besoin de devises étrangères pour ses obligations. Pour les États-Unis, ce qui se manifesterait serait un peu différent, mais ne vous y trompez pas. Ce serait littéralement dévastateur pour le monde entier. Pourtant, chaque calcul et évaluation financière compare les investissements aux bons du Trésor américain, car ils sont supposés sans risque. Remettre en cause cette hypothèse, c'est retirer la base du système financier. La vague de choc serait encore plus dévastatrice. La confiance et le crédit des États-Unis, réputés mondialement, disparaîtraient soudainement. C'est difficile de dire exactement ce qui se passerait parce que la réalité, c'est que personne ne le sait vraiment, puisque cela n'est jamais arrivé auparavant. Mais si je devais deviner, les États-Unis ne pourraient plus emprunter de l'argent au faible taux d'intérêt auquel ils le faisaient. Donc, cela coûterait plus cher d'emprunter de l'argent. Cela impliquerait une baisse des services publics, une hausse des impôts, ou les deux. Les employés publics ne seraient pas payés et les aides sociales, comme celles aux anciens combattants ou la sécurité sociale, ne seraient pas versées. Les contrats d'entretien des autoroutes ne seraient pas payés par l'État. Le taux de chômage doublerait au minimum et tout deviendrait plus cher. La note de crédit des États-Unis serait dégradée, la confiance dans le dollar s'effondrerait et la fiabilité des États-Unis sur la scène mondiale serait remise en question, ce qui entraînerait une perte d'influence. Cela pourrait entraîner des gains incroyables pour la légitimité des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et pourrait même placer la Chine dans un rôle similaire à celui que les États-Unis occupent actuellement. En résumé, cela paralyserait les économies de la plupart du monde occidental et causerait de graves crises financières à court et long terme. Au final, tout dépend de la durée du défaut de paiement d'un gouvernement, car c'est la différence essentielle. Si cela dure une semaine contre un mois ou plus, cela peut signifier des milliers de milliards de dollars et des millions d'emplois supprimés. Mais néanmoins, ce serait extrêmement coûteux si cela se produisait, peu importe la durée. Si l'on regarde en arrière, par exemple en 2011, lorsque les États-Unis ont atteint un point de crise où ils ont failli faire défaut sur la dette publique en raison de retard dans le relèvement du plafond de la dette. C'est le montant maximal que le gouvernement américain peut emprunter pour payer ses factures et financer ses programmes. Le simple retard a causé la première dégradation de la note de crédit des États-Unis. Cette catastrophe, sans réel défaut de paiement, a causé une perte de milliards de dollars. Du sommet de clôture du S&P 500, fin avril 2011 à son creux en octobre. L'indice a perdu près de 26% en valeur et du 22 juillet au 8 août, les actions mondiales ont chuté en moyenne de 13%. Encore une fois, il ne s'agissait pas d'un défaut de paiement, mais simplement d'une dégradation de la note de crédit au final, alors que la dette continue de grimper de plusieurs milliers de milliards et finira par atteindre 200% du produit intérieur brut. Il sera intéressant de voir si des changements en découleront. Ça fait vraiment peur quand on regarde ça d'emblée, donc qui sait ce qui va se passer? Merci d'avoir regardé.